Mhm. Ah, j'aime bien celle-là aussi. Il est assez court et, et assez poétique, hein. La lune dans un vieux seau. Le Satori, l'éveil à la conscience du Bouddha, l'illumination, selon les doctrines du Zen, surgit à l'occasion d'un événement impromptu, d'un hasard, d'une chance, dans les esprits préparés à l'accueillir. Donc je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on est préparé à l'accueillir. Parce que des fois, je pense que c'est un événement aussi très traumatisant, hein, en quelque sorte. Euh, Si on voit une réalité qui était jusque-là cachée, c'est quand même, ça remet en question toutes les croyances qu'on avait bâties jusque-là, quoi. Comme le voleur dans la maison vide, l'âme débarrassée de son ego. Une nonne étudiait le zen jour après jour depuis 33 ans. Elle était entrée au monastère en qualité de jeune novice à 17 ans. Elle en avait 50 maintenant. Sa vie de fertilité était achevée. Il n'en gardait pas d'amertume. Elle vaquait aux occupations quotidiennes avec patience et l'humeur égale. L'humeur égale, on appelle aussi ça l'équanimité. Donc, que ce soit bien ou mal, je reste le même, ou la même si c'est une dame. Elle préparait le riz ou l'orge grillée et elle allait matin et soir chercher de l'eau au puits distant d'une centaine de mètres. Parfois, un nuage de mélancolie la visitait et elle le chassait. Elle pratiquait zazen avec régularité, elle méditait, elle étudiait les écrits des grands maîtres du passé. Mais elle n'avait jamais connu le satori, la paix inimaginable qui inonde brusquement l'âme étonnée, le rire, le grand rire de l'éveil. Voilà, donc ce qu'elle n'a pas connu, c'est donc le satori. Un soir, elle revenait du puits et la nuit tombait. Elle observait sans y penser le reflet de la lune dans l'eau du seau. Parce qu'elle portait du seau comme ça, je pense. Il y avait le seau qui était là, l'autre qui était derrière. Et je pense qu'il y avait donc le seau et le reflet de la lune dans le seau. C'était un vieux seau dont elle avait réparé le fond avec du bambou tressé. Brusquement, il céda, l'eau s'échappa et la lune disparut aussitôt avec l'eau du vieux seau. À cet instant précis, elle connut le satori. Elle fut libre. Elle fut libre. Voilà, donc cette idée de quelque chose qui est complètement inattendu, on observe et l'observation s'arrête et elle connaît le satori. Elle fut libre. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a toute une pratique régulière qui est derrière et puis le moment où on s'y attend le moins, le satori vient. Oui. Donc moi je vous conseille bien sûr tout le bouquin, hein. Henri Brunel, il a fait au moins 3 bouquins. Ça c'est celui-ci qui est la compilation des 2 précédentes que j'avais lues et j'avais juste vérifié que les contes que j'ai lus sont bien ici. C'est bien le cas. Donc les plus beaux contes zen, Henri Brunel, regardez, peut-être qu'il est dans une médiathèque ou bibliothèque ou sur Amazon. C'est pas mal. Surtout si vous faites, si vous donnez des cours de yoga ou de méditation, je pense que soit pour, enfin, peut-être pas pour commencer, bah, les deux, soit pour commencer, soit pour finir une séance de méditation ou de yoga avec une histoire comme ça. Ça ajoute quelque chose de frais. C'est de la matière à méditer, quoi. Voilà. Ah, ça c'est pas mal ça. Le diamant de l'empereur. Cette histoire est maintenant du passé. Il était une fois un empereur si riche et si puissant qu'il régnait sur 84 000 rois vassaux. Il avait son harem 3000 épouses qui lui avaient donné 400 fils et une multitude de filles. Et l'on ne pouvait dénombrer ses chevaux, ses éléphants et ses palais. Donc un Elon Musk du passé, quoi. Dans sa jeunesse, ce grand empereur avait eu pour compagnon de jeu le peintre de la cour chargé de décorer ses cloisons et les paravents du pavillon de la pureté et de la fraîcheur. Le souvenir de cet ami était resté doux en son cœur. Donc un ami d'enfance, au-delà de tous ces bling-bling, bah, il avait un bon ami, quoi.
Or, le grand empereur aimait aller se promener déguisé dans les rues de sa capitale, Heian-kyo, que l'on nomme aujourd'hui Kyoto. Un matin, il déambulait ainsi sur la place du marché parmi les étals de poissonniers quand il buta sur le corps d'un homme à moitié enseveli sous les détritus. Il se pencha et reconnut son ami de jeunesse, le peintre Toshibu. Ce dernier portait des habits déchirés couverts de vermine et il était manifestement dans un état avancé d'ébriété. Compatissant, le grand empereur glissa dans la poche du vêtement de Toshibu un très gros diamant qui ornait habituellement son oreille droite. Ainsi songea-t-il, quand mon malheureux ami aura recouvré ses esprits, il trouvera le diamant, le vendra et pourra mener désormais une vie honorable. Il s'en alla, très heureux d'avoir satisfait les dieux par sa bonne action et sauvé de la misère l'ami de sa jeunesse. Quand même un diamant de l'empereur, c'est quelque chose. Hein. Les années s'écoulèrent au sablier du temps. Le grand empereur eut encore 50 fils. Le dernier, engendré par sa première épouse, naquit avec une peau couleur d'or. Ses cheveux étaient d'un noir de jet brillant, extraordinaire. Ses pommes portaient la marque de la roue aux 1000 rayons. Sur la plante de son pied gauche était gravé un sabot de cheval et sur la plante de son pied droit, une patte d'éléphant. À ces signes, l'empereur comprit que sa fin était proche et que lui était né le fils et que lui était né, le fils appelé à lui succéder. Donc il a compris que le petit bonhomme va prendre sa place. Alors, avant de passer au-delà du chagrin, entre guillemets, avant de mourir, hein, comme disent les textes anciens, et d'obéir à la loi de l'impermanence, il résolut d'aller une dernière fois se promener incognito dans les rues de sa capitale. Il passait sur la place du marché quand il heurta presque un mendiant. C'était Toshibu, toujours aussi misérable. Tu es encore dans cet état de pauvreté ? S'étonna le grand empereur. Tu sais bien, dit Toshibu, que je n'ai jamais été habile à gagner de l'argent, et depuis que ton honorable père m'éloigna de la cour pour avoir peint une scène de chasse qui déplut à sa troisième épouse, je traîne une vie lamentable. Mais comment se fait-il, dit l'empereur, que tu n'aies pas trouvé le gros diamant que j'avais placé dans la poche de ton vêtement ? Oh my God, what the fuck. Toshibu le contempla d'un air ahuri et répondit « Je vois bien que tu te moques de moi. Je suis un misérable, et aucun diamant n'ira jamais se loger dans mes poches. » Et ce disant, il tourna le dos et s'en alla mendier plus loin. Voilà. Avant de passer au-delà du chagrin, comme disent les textes anciens, et d'obéir comme tout homme à la loi de l'impermanence, regarde les trésors qui sont sous tes yeux et que tu ne sais pas voir. Ainsi parle la sagesse zen. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Ça ouvre un petit peu les yeux pour se rendre compte déjà de tout ce qu'on a, que ce soit la santé ou la paix, plus ou moins la paix dans le monde. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de catastrophe, hein. Il y en a des petites, quoi. Mais ça invite un petit peu à se rendre compte de tout ce qu'on a déjà vécu, de tout ce qu'on a, de l'état dans lequel on est. Voilà. Et surtout de ne pas se dire, ne pas se limiter en fait. C'est une sorte de croyance limitante que son ami Toshibu avait. Il s'était dit, je suis un pauvre, je m'identifie comme un mendiant, comme un misérable, et ainsi il n'a jamais pensé à mettre sa main dans sa poche pour y trouver le diamant, quoi. Parce que dans sa tête, c'était impossible. Et si on change sa croyance, on peut changer aussi le comportement ou même des situations à venir, quoi. Voilà. Voilà. Ah, alors ça c'est même une... si jamais il y a des russophones qui regardent cette vidéo, il y a une histoire très connue, un conte russe qui s'appelle Лягушка путешественница, la grenouille qui voyage, la grenouille voyageuse. Et en fait, je pense que le conte russe est inspiré du conte chinois, conte d'origine chinoise. Sauf qu'ici, c'est pas une tortue, la grenouille, c'est une tortue. La tortue et les deux hérons. En ce temps-là, dans la province du Wuhan, au sud-est de la Chine,
Sur les bords d'un lac tranquille, 3 amis vivaient en paix. 2 grands oiseaux habillés de blanc et de gris, au bec solide, les ailes immenses comme des voiles, le cou long et flexible, des hérons cendrés, nommés Ching et Chang, et une dame tortue d'un âge avancé, Pi Huan. La tortue avait un caractère difficile, rancunière, susceptible, grincheuse, mais elle gardait le logis quand les nobles oiseaux s'en allaient pour des pêches lointaines. Il la trouvait au retour fidèle, et avec sa tête un peu massive, son dos rayé, sa façon de se retirer en grommelant sous sa carapace, il l'aimait, comme l'on aime un paysage familier, un point d'ancrage sur les eaux mouvantes dans les ciels changeants. Voilà, donc comme un point d'ancrage. Un soir, dame Pi Huan, la tête ramassée dans le cou à son ordinaire, s'affairait à préparer le repas quand Ching, qui était perché sur une branche d'arbre et se lissait les plumes, observa. J'ai l'impression que les eaux de notre lac de la tranquillité baissent de façon alarmante. Elles baissent tous les étés, grommela Pi Huan, mais moins il y a d'eau et plus facile est la pêche, dit Chang, et il rit avec insouciance. Cric, cric, cric. Fit Ching, en vérité, je suis inquiet. Dame Tortue haussa ses épaules massives et Chang continua à se gratter délicieusement les creux de ses ailes et de son bec encore rose. Et la nuit, dans le ciel orange de Chine, tomba brusquement. Les 3 amis s'endormirent dans un dernier flamboiement. L'été s'avançait, pas une goutte de pluie. La sécheresse devint terrible. Le cours des rivières baissait, les champs de coton, les rizières n'étaient plus irrigués. Le petit lac paisible découvrait ses fonds vaseux. Une période de famine s'annonçait. Un soir, les 3 amis tinrent conseil. Ça, c'est le passé simple. Tinrent conseil. Tenir, tenez, teindre conseil. Bon. Nous devons partir vers le nord, déclara Ching. Toute la région jusqu'à Canton est victime de la sécheresse. Il faut nous envoler loin d'ici dès demain. Allons voir des cieux nouveaux, dit Chang avec légèreté. Et il rit. Cric, cric, cric. Mais une voix coupante l'interrompit brutalement. Et moi s'exclamait Pi Huan indigné. Comment vais-je partir? Je suis vieille, ma carapace est lourde, et je n'ai pas d'aile comme vous. Songez-vous par hasard à m'abandonner? Les 2 hérons se regardèrent contris. C'est vrai, se dirent-ils, nous ne pouvons pas laisser ici notre vieil ami, qui serait voué à une mort certaine. Mais comment l'amener? Il faut trouver une solution, dit Ching. Et tous les 3, sous le ciel orange de Chine, partirent se coucher, l'esprit occupé par de sombres pensées. Voilà, donc c'est le temps pour partir. Le lendemain, dès l'aurore, ils tinrent conciliabule. Ching en équilibre sur sa patte droite, Chang sur la patte gauche, dame Pi Huan les yeux courroucés et inquiets, débordant de la collerette de sa carapace. Il n'est pas question de rester seul ici et de mourir de soif, fulminait-elle. Cher vieil ami, je suis d'accord avec vous, mais comment vous transporter? Il s'agit d'un long voyage, soupira Ching. Et vous êtes lourde, dame Pi Huan, plaisanta Chang. Je me souviens l'été dernier quand vous vous êtes posé sur mon pied. Aïe, c'était votre faute, pas du tout. J'ai peut-être une solution, dit Ching. Nous pourrions couper un solide bâton, nous le tiendrons, Chang et moi, chacun par un bout, Pi Huan le mordrait en son milieu. Bravo, dit Chang, c'est une idée remarquable et dame Pi Huan ne nous rompra pas la tête avec son bavardage. Il rit de bon cœur. Cric, cric. La tortue, un peu rassérénée, eut la sagesse de sourire et ne dit mot. Dame Pi Huan, insista Ching, surtout n'ouvrez pas la bouche, nous volerons à haute altitude et malgré votre carapace, si vous tombiez, vous briseriez les reins. La tortue acquiesça d'un hochement de tête. 1 heure plus tard, les 3 amis s'envolaient. Le décollage fut un peu ardu, les 2 hérons n'étaient pas habitués à cette surcharge insolite, mais bientôt ils adoptèrent un rythme régulier, déployant à l'unisson leurs ailes puissantes. Sous eux défilait une campagne désolée, des champs de coton dévastés, des rizières abandonnées, çà et là des carcasses d'animaux. Vers midi, à mesure qu'ils progressaient vers le nord, le paysage devint plus vert, plus riant. Au milieu de l'après-midi, des paysans qui travaillaient dans les champs aperçurent leur étrange équipage. « Voyez cette tortue, comme elle est intelligente !» s'exclamèrent-ils. « Elle se fait transporter par 2 hérons. » Pi Huan se garda bien de répondre, mais tout en mordant le bâton avec énergie, elle savourait les compliments. Il survolait maintenant une ville, avec ses temples, ses jardins, ses pagodes aux toits d'or, et les propos flatteurs qui montaient vers elle enivraient dame Pi Huan comme un encens. Est-ce la reine des tortues? Avez-vous remarqué ce brillant équipage? Quelle façon intelligente de voyager!
Les deux hérons poursuivaient leur vol régulier, mais la fatigue commençait d'engourdir leurs ailes. Ils avaient hâte de trouver une rivière, un lac paisible, près duquel se poser. Donc il y avait un héron, un bâton, la tortue au milieu, et donc ils volaient comme ça. Comme ils passaient au-dessus d'une prairie, des petits bergers les montrèrent du doigt. Dame Pichouane, qui ne se lassait pas des compliments, tendit l'oreille. Regardez ces deux hérons, disait un jeune garçon. Ils amènent cette balourde de tortue, sans doute pour l'agrémenter le repas du soir. Comme ils sont intelligents. Stupide berger, vous n'y comprenez rien, voulut s'écrier Pichouane, mais à peine n'avait-elle ouvert la bouche qu'elle lâchait le bâton et s'écrasait sur le sol, la carapace éclatée. Donc ça c'est pour dire de manière très minimaliste que la dame est morte. Hein. Les deux hérons descendirent en vol plané, ils arrachèrent une plume grise et une plume blanche de leurs ailes en signe de deuil. Ils tournèrent un instant au-dessus de leur pauvre ami et disparurent bientôt dans le lointain. Et donc là c'est la fin de l'histoire. Bon, sauf que dans le conte russe, la grenouille ne meurt pas, mais ici la tortue crève. Le sage, dit le maître du zen, accueille d'un cœur égal la flatterie et le mépris. Il est semblable à la flamme d'une bougie qui monte droite et claire et qui au moindre souffle ne faisait. Ne faisait, donc il ne change pas de direction, elle reste droite. Nul ne peut nous agresser moralement sans notre consentement. Je pense que ça c'est très important, je le répète encore une fois. Nul ne peut nous agresser moralement sans notre consentement. C'est nous qui ouvrons les excuses. C'est nous qui ouvrons les excuses au chagrin. Aucune injure ne pouvait nous faire lâcher prise à la tortue. L'insulte, le mépris, l'anathème représentent l'opinion de celui qui les profère. C'est son problème, pas le nôtre. Donc si quelqu'un vous insulte, vous méprise ou vous donne son opinion, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Bon là ils disent que c'est un problème, mais on va dire que c'est juste une opinion. C'est son opinion, c'est son avis, pas le vôtre. Il se peut, au demeurant, que le blâme soit justifié, nous l'acceptons comme tel. Qui est parfait? Il se peut aussi qu'il soit erroné, partial, injuste, nous le laissons dans la bouche de celui qui l'a prononcé. Donc même si quelqu'un dit quelque chose sur vous, soit c'est pas vrai, soit c'est partiellement vrai, soit c'est injuste. Voilà. Notre paix, notre destin sont entre nos mains, entre nos dents, bougonne le fantôme de la tortue. Notre paix, notre destin sont entre nos mains. Donc je pense que c'est bien de garder en tête que même si on ne choisit pas ce qui nous arrive, on peut choisir l'attitude, la réponse, la réaction, le comportement qu'on va avoir face à une telle ou une telle situation. Parce que là, la pauvre tortue, elle a résisté à l'opinion qu'elle avait entendue, une opinion dénigrante, et elle avait lâché le bâton. Walou, walou. Bon, il y a pas mal de contes assez romantiques, enfin, c'est pour ça que je les zappe. C'est une question d'amour ou souvent c'est un homme qui, de manière inattendue, reçoit la visite ou la présence, qui rencontre une femme, une belle femme, et puis il y a quelque chose de mal qui se passe et il la perd. Voilà. Donc souvent c'est comme ça, quoi. C'est un peu l'amour impossible. Je pense le thème intemporel, que ce soit pour des chansons, des poèmes ou des films. Bon, c'est assez long, mais je ne veux pas les lire, mais c'est pas mal.
un autre conte, La perle de vent, conte d'origine chinoise. C'est pas mal ça. Je vais dire à la fin pourquoi je l'aime bien. Cette histoire est maintenant du passé. Il y a de cela des siècles et des siècles, le roi d'un minuscule État n'avait qu'un seul fils. Ha Ching était un prince beau et bien fait, courageux, serviable, de caractère aimable, mais il était affligé d'un grave défaut. Il était lent, nonchalant, irrésolu. Toujours bon dernier dans les courses, les joutes, les tournois, les fêtes de la cour, quand le grand chambellan, le père de la jeune fille qui l'aimait, organisait chaque année le bal des récoltes, il se faisait dévancer par ses rivaux. Et la délicieuse Ling Fang, aux cheveux noirs de jais, à la nuque de lait, aux yeux remplis d'étoiles, dansait toute la nuit avec d'autres que lui. Voilà, à chaque fois, c'est comme ça qu'ils décrivent les femmes. Euh, la délicieuse Ling Fang aux cheveux noirs de jais, à la nuque de lait, aux yeux remplis d'étoiles. Bon, donc voilà, c'est rarement l'histoire d'une nonne qui était lente et et il y avait des beaux princes. Bon. Ha Ching en éprouvait à la longue un tel chagrin qu'il résolut d'aller demander son aide au dieu de la montagne. Il partit à cheval, il voyagea longtemps. Il traversa 1000 périls, franchit 98 montagnes. Donc je ne sais pas s'il y a des chiffres symboliques. 98 montagnes. Enfin, il arriva devant la 99e. Ses flancs étaient si escarpés qu'il dut descendre de cheval et grimper en le tenant par la bride. Parvenu au sommet, il découvrit une vieille femme qui filait sous un immense pin. « Que cherches-tu, étranger ?» questionna-t-elle. « Je viens de très loin, honorable grand-mère, dit-il avec sa courtoisie habituelle, pour consulter le dieu de la montagne et solliciter son aide. Va jusqu'à la cascade, appelle 3 fois le nom de Yuta et le dieu apparaîtra. » Ha Ching obéit, il se plaça face à la cascade et cria 3 fois « Yuta, Yuta, Yuta !» « Que me veux-tu » gronda une voix puissante et un vieillard colossal se matérialisa devant lui. Son crâne touchait les nuages et sa barbe blanche ruisselait jusqu'au fond de la vallée. Alors imaginez un peu la taille quoi. Son crâne touchait les nuages et sa barbe blanche ruisselait jusqu'au fond de la vallée. Et le visage énorme. À cette vue, Ha Ching trembla de frayeur, mais il parla avec courage. Ô noble Yuta, je suis affligé d'un grave défaut. Je suis lent, irrésolu, nonchalant. Et tous les ans, au bal des récoltes, je suis dévancé par mes rivaux, ma bien-aimée, l'incomparable Ling Fang, aux cheveux noirs de jais, à la nuque de lait, aux yeux emplis d'étoiles, danse avec d'autres que moi. Prince Ha Ching, fit le dieu de la montagne, je vois que ton cœur est sincère, je vais t'accorder ce que tu demandes, mais veille à en faire bon usage. Sur ces mots, il sortit de sa robe un tout petit grain, pas plus gros qu'un grain de riz. Voici la perle de vent. Il te suffira de la mettre dans ta bouche et tu courras aussi vite que le plus rapide zéphyr. Alors on va savoir quel animal c'est. C'est pas un zéphyr, c'est un zéphyr. Et le lieu de la montagne se dissipa dans les airs comme une fumée. Ah, donc maintenant il peut courir super vite. Le prince Ha Ching revint dans son royaume, le cœur empli d'espoir. Il serrait précieusement la perle de vent dans un sachet dissimulé sur sa poitrine. Enfin l'automne vint et le grand bal des récoltes. Le prince se tenait prêt. Dans les premières mesures, il plaça dans sa bouche la perle de vent et s'élança vers l'estrade où la délicieuse Ling Fang se tenait aux côtés de son père. Mais il courait si vite qu'il les dépassa et ne parvint à s'arrêter qu'au milieu d'un champ, loin de la fête. Voilà, il court super vite. Alors il rebroussa le chemin, mais la délicieuse Ling Fang dansait déjà avec un rival. Elle l'épousa le printemps suivant, donc le rival. Ha Ching sombra dans la mélancolie et toute raison de vivre le quitta. Un jour, désespéré, il alla se réfugier auprès d'un moine zen qui vivait dans une grotte à quelques lis du palais. LIS, ça doit être des mesures de l'époque. Ô moine, dit-il, je ne pouvais approcher ma bien-aimée parce que j'étais trop nonchalant, trop lent, et j'arrivais toujours le dernier. J'ai accompli un périlleux voyage, gravi 99 montagnes, affronté le dieu Yuta. Il m'a offert la perle de vent qui me rendait plus rapide que le zéphyr et je n'ai pu approcher davantage Li Fang, ma bien-aimée, aux cheveux noirs de jais, à la nuque de lait, aux yeux emplis d'étoiles. Sur ces mots, le prince héritier du royaume se mit à pleurer. De quoi être déprimé.
Noble prince, dit l'ermite, le zen nous enseigne qu'il ne faut manger ni trop peu, boire ni trop peu, dormir ni trop peu. À chaque seconde de nos vies, il convient de donner la réponse juste, juste en majuscule. Tout le reste est illusion. Le prince Haixing accéda au trône et régna longtemps. Longtemps. Il fut le roi le plus sage que le royaume connut pendant des millénaires, et l'on en parle encore dans les vieilles légendes au cœur secret de la Chine. Voilà. Donc je pense que la morale ici, c'est... La morale ici, c'est de ne pas chercher d'aller d'un bout à l'autre, mais chercher donc un juste milieu, quoi. Et c'est ça qui est le plus difficile. Parce que c'est facile de se dire, tiens, je vais faire que ça, et ça va marcher. Non, parce qu'il faut le juste milieu. Que ce soit dans nos pensées, dans nos actions. Le juste milieu. Il convient de donner la réponse juste. Voilà. Et ça, on peut donc appliquer dans la vie de tous les jours. Quand on mange, ni trop peu, je pense que la plupart des gens mangent trop. Pareil peut-être pour le sommeil, au travail trop. Enfin, je pense qu'on peut toujours trouver quelque chose qu'on fait un petit peu dans l'excès. Et je pense que ce conte invite à faire un petit peu une sorte d'introspection et regarder ce que nous faisons, soit pas trop, soit trop. Voilà. Parce que là, après, ils disent qu'il fut le roi le plus sage que le royaume connut pendant des millénaires. Et l'on parle encore. Donc c'est que l'ermite du zen, il était super intelligent. Bon. Ouf. Bon, un petit conte sur la compassion et l'amour. Oreiller d'Est, donc un oreiller qu'on met sur la tête, oreiller d'Est, oreiller d'Ouest, conte d'origine chinoise. Cette histoire est maintenant du passé. Dans la province de Shenxi, près de la cité de Shuan, il y avait en ce temps-là un homme qui nourrissait dans son cœur une haine implacable contre le seigneur Yang Yu-wei. Les raisons en étaient obscures et lointaines, mais Yang devait être tué. Donc Yang, c'est le seigneur. Et il y avait quelqu'un, un homme qui avait une haine. Or, celui-ci venait d'épouser une femme gracieuse et belle, dont le cœur était droit. Donc Yang, il avait épousé une femme gracieuse et belle. Le seigneur donc.
Un matin, l'homme se glissa dans la maison de Yang Yu-wei qui était absent. Alors il se saisit du père de l'épouse, le lia, lui mit un couteau sur la gorge et dit « Première épouse, indique-moi où est ton mari, sinon je coupe le cou du vieil homme à l'instant. » Donc il veut savoir où est... Oula, des petites araignées. « Je te le dirai, fit la noble épouse qui avait gardé son sang-froid. Laisse aller mon père, reviens cette nuit, entre dans la chambre nuptiale, je dors sur l'oreiller de l'ouest, mon époux sur l'oreiller de l'est. Tu pourras le tuer aisément. » L'ennemi lâcha le vieil homme et s'en alla. Donc déjà, elle a compris que cet homme voulut tuer son mari. Parce qu'elle dit tout de suite, tu pourras le tuer aisément. Ah, bon. Pendant la journée, Pao Tai, donc c'est la dame, vaqua à ses occupations habituelles. Elle était peut-être un peu plus grave et pensive, mais toujours calme et sereine, comme à l'ordinaire. Elle rencontra le jeune Chu, une concubine qu'elle aimait d'amitié. Toutes deux se tinrent par les manches et parlèrent longtemps en chuchotant. Quand l'époux rentra, Pao Tai ne l'informa pas de la visite de son ennemi. Yang revenait d'un voyage, il avait passé une journée harassante, il se mit au lit assez tôt et posa sa tête sur l'oreiller de l'Est. Au premier quart de la nuit, Pao Tai se leva. « Que fais-tu » interrogea Yang. « C'est pour le petit motif » répondit modestement Pao Tai. Donc c'est pour ne pas dire « je vais pisser », on va dire c'est pour le petit motif. Voilà, j'ai des petites araignées là qui... Hop. Quand elle revint, elle dit « Mon cher Seigneur, je suis un peu indisposée, consentez-vous à changer de place avec moi? Je dormirai sur l'oreiller de l'Est, ainsi je ne vous importunerai pas si je dois me lever à nouveau. » Yang, qui dormait à moitié, accepta dans un grand grognement. Bon, lui, il ne pensait pas qu'il va se faire tuer dans la nuit, quoi. Un peu avant l'aube, la nuit était profonde encore, l'ennemi pénétra dans la maison, il tenait à la main son grand sabre de guerre. Il alla droit à la chambre des époux, et d'un seul éclair de son lame, il trancha la tête posée sur l'oreiller de l'Est. Mais ils ont changé de place. En ce moment, il se pencha pour contempler de près Yang enfin mort, mais il vit la face blême de Pao Tai et ses longs cheveux défaits. Il comprit que la femme avait changé de place avec son mari et son âme connut le remords et la pitié. Alors la haine qui lui brûlait le cœur depuis tant d'années le quitta. Oh, enfin. Il fit le serment de mettre un terme à la longue vindicte qui déchirait les deux familles et Yang lui devint comme quelqu'un de même os et de même chair. Ainsi, il y a eu une épouse qui, sans hésitation, ni forfanterie, ni parole inutile, offrit sa vie pour son mari et dans le même élan subrogea l'amour à la haine, la paix au combat. Mais cette sorte de femme est très rare, aussi est-elle connue et honorée dans toute la Chine et peut-être au-delà. Ainsi a-t-il été rapporté des choses du passé. Voilà, donc une femme qui était prête à mourir pour sauver son mari et même donc réconcilier les deux familles, quoi. Ce qui est pas mal. Donc je pense qu'ici dans les contes zen, je pense, il y a à la fois des légendes qui se basent plus ou moins sur des faits réels. Il y a sans doute juste des images, enfin une sorte de contes qu'on a inventés, là où il y a plus des animaux qui parlent surtout. C'est juste pour faire passer un message, mais donc c'est un petit peu à la fois. Il y a à la fois un peu de réalité, donc je pense qu'il se pourrait que celui-ci avait été vrai. Un vrai conte, un vrai fait qui s'était passé. Voilà. Donc encore cette idée dans le zazen, dans le bouddhisme, cette idée de compassion, d'altruisme qui prime sur sa propre vie, ses propres désirs, ses peurs. Voilà, je trouve que c'est comment dire, c'est inspirant comme conte.
Ah, mais il y a pas mal d'araignées là. Oh, mais d'où viennent D'où viennent-ils? C'est un tour de magie ou quoi? Il n'y en a pas. 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 Je n'ai pas envie de les écraser de manière inconsciente. Bon. Et voilà, donc dans tout ce qui est sanskrit, on retrouve même Tatvamasi, tu es cela. Qui ne meurt pas, tu es l'absolu, tu es l'infini. Tout change, tout fuit, tout meurt, l'éternel Atma seul demeure. Donc Tatvamasi, c'est du sanskrit. Et on trouve ça dans le zen, donc dans du japonais, dans la culture japonaise. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les koans. Les koans, si j'ai bien compris, ce sont des sortes de questions-réponses, des questions posées surtout à des disciples, à des novices, avec une réponse presque rhétorique, enfin des questions rhétoriques, donc pas besoin de réponse, mais c'est pour qu'ils se posent plus de questions, enfin une question pour qu'ils puissent, ces novices, voir un petit peu différemment le problème, par exemple comment atteindre l'éveil ou comment connaître la liberté ou la sagesse, voilà, des koan, K-O-A-N. Ah. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais. Ah, ça c'est pas mal ça. Assez court, assez parlant. L'empereur choisit un premier ministre. Il était une fois un empereur qui voulait choisir en qualité de premier ministre le plus sage, le plus avisé de ses sujets. Après une série d'épreuves difficiles, il ne resta en lice que 3 concurrents. Voici le dernier obstacle, l'ultime défi, leur dit-il. Vous serez enfermés dans une pièce. La porte sera munie d'une serrure compliquée et solide. Le premier qui réussira à sortir sera l'élu. Donc voilà, une sorte de escape room, quoi. 2 des postulants qui étaient fort savants se plongèrent aussitôt dans les calculs ardus. Ils alignaient des colonnes de chiffres, traçaient des schémas embrouillés, des diagrammes hermétiques. De temps en temps, ils se levaient, examinaient la serrure d'un air pensif et retournaient à leurs travaux en soupirant. Le troisième, assis sur une chaise, ne faisait rien. Il méditait. Tout à coup, il se leva, alla à la porte, tourna la poignée, la porte s'ouvrit et il s'en alla. Voilà. Donc c'est aussi l'idée qu'on pense être enfermé dans nos croyances, dans nos limitations, alors que la porte est ouverte, il faut juste tourner la poignée. Voilà. Tout simplement. Donc des fois, je pense qu'on traite certaines situations comme des problèmes juste parce qu'on a décidé que ces situations-là
étaient des problèmes. Mais si on change de regard, si on dit que ce ne sont pas des problèmes, bah, la question de problème ne se pose même pas, parce que ce n'est pas considéré comme tel. Ouais. Ah, un autre, dans le même style. Hein. La légende de Sariputara. Il y a de cela des airs et des airs au sud de l'Himalaya, dans un pays appelé aujourd'hui le Népal, vivait un jeune et fidèle disciple de Bouddha que l'on nommait Sariputara. Un beau matin de printemps, le disciple, simplement vêtu de sa robe de moine, les sandales aux pieds, se rendait au bord de la rivière. « Je serai plus à mon aise dans la nature pour méditer et faire zazen », se disait-il. « Je n'ai guère envie, par cette belle journée, de rester enfermé dans la triste salle de couvent. » Le jeune homme s'installe parmi les fleurs, sous le sol aux doux ombrages. Les jambes repliées en lotus, le torse droit, les yeux à demi fermés, les mains en périnée, la droite sur la gauche selon la tradition indienne, la respiration égale, il commence sa méditation. Mais bientôt le bavardage des oiseaux, les poissons dans l'eau claire, qu'il s'aperçoit furtivement sous ses paupières baissées, le distrait. Donc c'est le bavardage des oiseaux et les poissons qui le distraient. C'est intolérable, se dit-il, je ne puis méditer dans ces conditions. Alors il décide de supprimer radicalement les causes de sa dissipation. Je suis assis en zazen parfait et ces stupides animaux viennent me déranger. Mu par une juste colère, il se lève, tue les oiseaux et les poissons, enfin c'est un jeune moine, hein, tue les oiseaux et les poissons et enfin d'en être définitivement débarrassé, il en fait son repas. En plus il est bouffe. Bonjour le végétarisme. Il reprend la posture, mais à peine a-t-il fermé les yeux, concentré sa pensée, qu'il sent son estomac gargouiller, tripes et boyaux se révulser. Il a trop mangé, il ne peut toujours pas méditer. Conclusion, ce ne sont ni les oiseaux ni les poissons qui nous troublent, dit le sage zen, mais la façon dont nous les accueillons. Voilà, encore une fois, cette idée d'accueil. Je laisse faire, j'accepte. J'aime bien le mot accueillir. Voilà. Quelque chose vient, quel accueil, tu le dis. Bonjour, venez. De nouveaux événements, nouvelles personnes, nouveaux contextes. Bonjour, venez. On va les accueillir. Moi, je pense qu'on a... Bon, après, il y a pas mal de contes qui semblent dire un petit peu la même chose, enfin plus ou moins la même chose, mêmes idées, juste différemment, c'est pour ça que je les zappe. Mais lisez. Ah, ça c'est pas mal ça. Les deux moines et la jeune femme. Deux moines, l'un jeune, l'autre vieux, c'est souvent comme ça dans les contes, robe safran, crâne rasé, sandales aux pieds nus, rentrent en leur couvent un beau soir d'été. Notre journée a été longue et fatigante, frère Ushi, dit le plus jeune, mais nous avons bien honoré Bouddha et récolté un mendiant notre canton de riz et de pièces de cuivre. Le maître nous félicitera certainement. Oui, fait distraitement le moine plus âgé, et il ajoute avec bonté, ne soyez pas inquiets, frère Toshibu, le maître apprécie votre zèle. Les saints hommes poursuivent leur voyage en silence. Soudain, au détour du chemin, une rivière barre la route. Sur le bas-côté, une jeune femme séduisante aux vêtements coûteux est assise sur une grosse pierre et semble attendre du secours. Ni barque, ni passeur. Le moine plus âgé, avec simplicité, prend la femme dans ses bras et lui fait traverser la rivière sans qu'elle se mouille le bout des souliers. La délicieuse créature le remercie d'un sourire et s'en va. Les deux moines continuent leur chemin. Long silence. Brusquement, n'y tenant plus, le jeune moine s'écrie « Frère Ushi, ne savez-vous pas que la règle nous interdit strictement tout contact et tout commerce avec les femmes ?» Le vieux moine poursuit son chemin sans répondre. « Frère Ushi, dit le jeune moine qui s'échauffe, comment avez-vous pu porter dans vos bras une femme belle et parfumée et lui faire traverser la rivière ?»« Frère Toshibu, dit le vieux moine, serait-ce que vous sentez encore le poids de cette femme? Il y a pourtant longtemps que nous l'avions laissée derrière nous. »
Voilà, donc moi je l'avais lu, je pense que c'est une autre version. C'était le moine, le vieux moine disait euh, j'avais porté cette femme pour traverser la rivière et je l'y avais laissé et vous portez encore, vous semblez encore porter le poids de cette femme. Enfin, même idée quoi. Oui, enfin, même idée. Que lui, il avait fait, il l'avait laissé derrière soi, alors que le moine le plus jeune semble encore inquiet par cet acte, quoi. Ouais, donc je pense que là, ce qui est illustré un petit peu indirectement, c'est le concept de détachement, de faire quelque chose, mais on ne s'y attache pas, on n'attend pas de résultats ni de conséquences, on le fait parce que c'est bon. Le vieux moine n'avait aucun désir sexuel, c'était fait par compassion, il l'a aidé, il continue son chemin. Alors que l'autre, bah, il s'est attardé, il garde il garde le souvenir de cet acte comme un boulet, quoi, comme une bagage complètement inutile. Ah, ouais, voilà, ici encore un conte, on a presque terminé, hein. Un conte qui illustre un petit peu une des manières à travers lesquelles les moines accèdent à l'éveil. Tokusan. Tokusan, maître de zen, était un érudit fameux. Il avait lu et pouvait réciter de mémoire des centaines de sutras. Aucune difficulté spirituelle ne le rebutait. Pendant les mondos, ses échanges vifs, ses disputes rituelles entre moines, il se montrait sans rival. Mais hélas, il n'avait jamais connu le satori, la joie parfaite de l'éveil. Un jour, il entendit parler d'un maître de zen nommé Ryutan, qui jouissait d'un tel prestige, possédait un tel charisme que ses disciples l'avaient surnommé le dragon du lac. Il résolut de faire sa connaissance et se mesurer à lui. Il entreprit le long voyage à l'autre bout du Japon, où il y a souvent cette idée de voyage, des gens qui traversent des montagnes, des royaumes et tout ça. Le maître le reçut avec indifférence et lui confia des tâches subalternes. Tokusan, l'érudit fameux, devait balayer la cour du temple, nettoyer les couloirs, puiser de l'eau, couper du bois, ainsi s'écoulaient les jours. Tokusan rongeait son frein. Comment, disait-il, moi, le maître de zen que chacun révère, je suis réduit au rôle de novice, je croyais rencontrer ici le dragon du lac. Mais si je vois le lac, je me demande bien où est le dragon. Ryutan, à qui ces propos avaient été rapportés par un moignillon, c'est mignon, c'est un moignillon zélé, fit enfin savoir à Tokusan qu'il acceptait de disputer un mondo avec lui. Une sorte de débat philosophique, je pense, comme à l'Antiquité, où les philosophes se réunissaient et débattaient. Le jour venu, en présence des membres les plus avertis de la communauté, le mondo commença. Pendant des heures, et ce fut un échange éblouissant de questions et de réponses. L'un proposait un aphorisme que l'autre réfutait sur le champ. Tous deux faisaient assaut d'agilité intellectuelle, utilisaient des arguments inédits et les citations pleuvaient. Que sont les myriades de mondes qui composent l'univers demandait Tokusan. Ce sont aux yeux de Bouddha rien de plus que des pépins de fruits, répliquait le maître Ryutan.
Et le grand lac de l'Inde, insistait Tokusan l'érudit, à peine une tache d'huile. Pouvez-vous me dire ce qu'est le chemin sacré de l'illuminé interrogeait à son tour Ryutan, le reflet des fleurs dans l'œil de celui qui le regarde, rétorquait victorieusement Tokusan. Donc un petit peu comment on appelle ça, hein, un tournoi de boxe, mais de boxe intellectuelle, quoi. Qui sait le plus, qui pouvait dire au mieux ce qu'est la vie et l'univers, quoi. Et les questions et les réponses succédaient sans que l'on parvint à les départager. La nuit tombait et l'on décida d'interrompre le mondo jusqu'au lendemain. Tokusan sortit le dernier, donc Tokusan c'est lui qui est venu chercher Ryutan. Tokusan sortit le dernier et comme la nuit était très sombre, Ryutan lui prépara une lanterne. Mais au moment où il la lui tendait sur le seuil, il souffla délibérément sur la flamme. Donc Ryutan, le dragon du lac, souffla délibérément sur la flamme. Alors Tokusan, l'érudit, connut la joie parfaite, l'éblouissement de l'éveil qu'il avait espéré et cherché toute sa vie. Voilà. Donc, peut-être que c'est pour dire aussi que c'est quand on laisse l'obscurité venir, l'inconnu, bah c'est là où on va connaître l'éveil, quoi. Donc je trouve ça, c'est poétique. Donc quelqu'un qui souffle la bougie et d'autres personnes, peut-être qu'il y a aussi une question de grâce de gourou, sa présence, son aura, qui participe au fait que l'autre puisse accéder à l'éveil. Parfois c'est plus un oiseau qui vole par-dessus et qui fasse un bruit. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils font les oiseaux s'ils ne chantent pas. Ou comme Bouddha, il avait vu Vénus, donc l'étoile du berger, apparaître. Et c'est ça qui l'a fait connaître l'éveil. Bah, ici, donc, c'est le fait d'éteindre la lumière qui l'a fait. Il connut la joie parfaite, l'éblouissement de l'éveil qu'il avait espéré et cherché toute sa vie. Voilà. Ok. Bon, bah, dernier, parce que là, après, c'est les notes et tout ça et tout. En guise d'au revoir. Donc, je pense que c'est soit c'est Henri Brunel qui a décidé de mettre ça à la fin, mais je trouve qu'il finit bien sur une touche d'humour. Voilà. Un moine zen se disposait à parler sur la grande place du village. Il avait soigneusement rédigé son discours et il s'apprêtait à le lire quand un brusque coup de vent fit s'envoler. Oula, je vais éternuer. Non. Si. Non. Il avait soigneusement rédigé son discours et il s'apprêtait à le lire quand un brusque coup de vent fit s'envoler les feuillets dans les branches d'un citronnier. Donc vous imaginez un petit peu le catastrophe. Donc il a tout préparé, toutes ces feuilles envolées sur un citronnier. Pris au dépourvu, incapable de retrouver le fil de sa harangue, il dit « Mes amis, voici en résumé ce que je voulais vous exposer. Quand j'ai faim, je mange. Quand je suis fatigué, je dors. » « Mais tout le monde ne fait-il pas comme vous, maître ?» interroge quelqu'un dans la foule. « Non, pas de la même façon. »« Pourquoi, maître ? Quand les gens mangent, ils pensent à 1000 choses. Quand ils s'endorment, ils pensent à leurs problèmes. Voilà pourquoi ils ne font pas comme moi. » Alors le moine descendit au milieu d'eux, recueillit les dons, et à ceux qui le questionnaient encore, il répondait « Quant aux détails, vous les trouverez dans les branches du citronnier. » Voilà. C'est mignon. Donc voici ce que je voulais vous dire, et les détails c'est par là. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a terminé pour cette petite les plus beaux contes zen d'Henri Brunel. Très bon bouquin. Donc encore une fois, peut-être que sur YouTube ou sur internet, mais je trouve que ces contes zen, ça peut agrémenter, ça peut participer un peu dans la vie yogique. Ouais. À lire et à méditer dessus.
Walou. Bah, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Posez vos questions ou laissez vos commentaires dans les commentaires. C'était Sergei et je vous dis à la prochaine. Ciao.